On se barre. On se barre. On On se se barre. barre. On se barre avec Sabrina Nouchi. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler cinéma avec le film Ça arrive, réalisé par Sabrina Nouchi. Le scénario est de Sabrina Nouchi et Catherine Sorolla. Il y a des films qui vous percutent parce qu'ils sonnent tellement justes, parce qu'ils savent placer le curseur au bon endroit, poser la caméra au bon endroit, trouver les mots qui savent résonner sans en faire trop, nous permettant de nous questionner sur notre société sans tomber dans un excès de pathos. Parce qu'ils disent le vrai, ils montrent le vrai sans artifice, le genre de film dont on a besoin. Eh bien, Ça arrive, c'est un film comme cela. La thématique du film, les violences sexuelles. Il nous emmène au cœur d'un commissariat marseillais, dans une brigade des mœurs. On suit le quotidien de 3 enquêteurs qui prennent les plaintes de victimes de violences sexuelles et qui auditionnent aussi les agresseurs. On voit leurs doutes, leurs questionnements, leur travail sans filtre. On voit les victimes qui livrent leurs récits, devant répondre à chacune des questions. Nouvelle étape aussi violente où on n'arrive pas toujours à tout livrer, ou parfois même on déborde parce que ça fait trop mal. Les victimes s'enchaînent, le film est très rythmé. On comprend ce qui se joue, des tragédies à chaque fois, mais on ne tombe jamais dans les clichés car c'est un film tout en nuances. Ce film ne prend quand même pas de pincettes car ça peut arriver à tout le monde. Et le film le montre bien. Peu importe l'âge, qu'on soit femme ou homme, peu importe son physique ou son milieu social. Il n'oublie pas non plus de montrer une personne âgée et une personne en situation de handicap, car elles sont trop souvent oubliées. Le film explore la vérité, le doute. On peut s'identifier aussi. Pour vous parler plus en détail du film, j'ai eu la chance d'interviewer Sabrina Nouchi, que je tiens à remercier d'avoir osé faire un film qui n'a pas peur de montrer le vrai. C'est un film qui devrait être projeté partout, vu par tous, car on ne peut plus tolérer le silence face aux violences sexuelles. Il faut regarder la vérité en face. Voici donc notre échange autour du film. C'est un film que j'ai produit avec ma boîte de production Les Affranchis, donc de manière indépendante, si je puis dire, puisqu'on n'a demandé aucune aide à personne et que je l'ai produit avec mes fonds propres, mais quand même via ma boîte de production. En termes de difficultés, on n'en a pas trop eu avec ma co-scénariste Catherine Sorolla. Moi, j'ai décidé de faire ce film. Je suis allée la voir pour qu'on écrive ensemble. On a écrit en 4 jours. On n'a pas eu de mal à imaginer, malheureusement, ces histoires, puisque on est bercé dedans depuis toujours. J'ai l'impression que c'est inconsciemment, c'est assez simple d'y faire appel. Et on a juste été épaulé par Laurent Dave, qui est un ancien de la Brigade des Mœurs, qui est maintenant à la Brigade des Mineurs, qui lui nous a épaulé surtout sur tout ce qui était crédible ou pas en termes de confrontation. Est-ce qu'ils peuvent être quatre, le vocabulaire, ce qu'on dit exactement. Par exemple, on dit pas un suspect, on dit un mis en cause, ce genre de choses. Ces acteurs, c'est des acteurs que vous connaissiez de longue date. L'équipe, c'est des gens que vous connaissez de longue date, avec qui vous travaillez depuis de nombreuses années. Pourquoi eux, dites-moi? L'équipe, oui, c'est une équipe avec qui j'ai fait plusieurs films déjà, donc c'est une équipe que je connais bien. Ils sont pas nombreux, ils sont 5 dans mon équipe, mais ça me suffit pour faire ce que j'ai envie de faire. Et les acteurs, c'était des acteurs donc de mon école qui s'appelle la Fabrique de l'acteur. J'en ai une à Paris, une à Marseille, et j'ai fait un mix en fonction de la correspondance avec les rôles entre des acteurs qui étaient des anciens, des deuxièmes années, des premières années. Il y en a, ça faisait juste 6 mois qu'ils étaient dans l'école, mais ils correspondaient à ce que je cherchais. Et donc, je connaissais leur sensibilité, ils connaissaient la mienne, donc je savais qu'on irait très très vite puisqu'on a tourné en 6 jours. Du coup, je savais que ce serait assez simple de tourner avec eux. D'ailleurs, les prises qu'on voit dans le film, c'est en général soit leur première prise, soit maximum leur troisième prise parce qu'on a changé d'axe. Ce film donc qui parle de violences sexuelles. Pourquoi faire ce film-là avec ce thème-là et pourquoi maintenant? Alors, moi, ça, c'est des films que j'ai envie de faire, sur cette thématique depuis un moment, mais avant, c'était pas vendeur pour les producteurs. Puis moi, j'étais passée à d'autres films. Et là, j'avais envie de raconter ça maintenant. Alors pourquoi maintenant, honnêtement, je ne sais pas, mais j'ai eu envie d'un coup de revenir
à ces films que j'avais pas pu faire à l'époque, puisque je me produis toute seule maintenant. Mhm. Et c'était l'occasion d'avoir aussi plusieurs récits à raconter et donc de pouvoir faire tourner plusieurs personnes que j'avais envie de faire tourner aussi. Donc tout se prêtait bien et c'est un sujet qui en plus aujourd'hui est actuel et nécessaire, donc ça goupillait bien le tout, quoi. Et vous me dites trouver des récits, c'est-à-dire que des personnes sont venues vous confier leurs récits ou non, vous les avez... Non, non, on les a imaginés. D'accord. Il y a deux récits que sont. Il y a le récit sur les viols commis par des Uber. Bon, ça, c'était une histoire qui était assez connue. Et la personne en situation de handicap et l'éducateur, ça, c'est une histoire vraie qu'on connaît avec ma co-scénariste, puisqu'elle connaît les deux. Mais sinon, tout le reste, c'est ce qu'on a imaginé, sans trop de difficultés, malheureusement, puisqu'on en entend tous les jours des histoires sordides comme ça. Donc. Ce film qu'on a pu découvrir en salle fin novembre, il n'a pas été diffusé à travers toute la France. Pourquoi ? Alors, je pense que déjà, parce que je ne suis pas connue, parce que les acteurs ne sont pas connus. Donc, comme je disais, il y a quand même une envie de vendre du popcorn en premier lieu dans les cinémas. Ça se fréquente pas non plus, la fréquentation baisse. Bon là, elle réaugmente un peu, c'est très bien, mais c'est souvent, voilà, ils ont peur que s'il n'y a pas de stars, s'il n'y a pas de gens connus, etc., les gens ne se déplacent pas. Et on nous a aussi beaucoup de fois répondu que le sujet était trop touchy, donc qu'ils ne voulaient pas le diffuser. D'accord, vous vous êtes heurté à un mur, on peut dire, alors que vous portez finalement le combat de survivantes, de survivants, que c'est un thème de société qui touche tout le monde et on est vraiment sur des problématiques. Enfin, il y a une urgence, en fait, finalement. Oui, alors bon, moi, je me sens pas comme un porte-parole ou comme quelqu'un qui porte. Il y a des gens qui font ça très très bien avec des associations, etc. Moi, je suis une artiste, j'ai fait un film, j'ai donné la voix, oui, à des personnages qui peuvent faire écho à des gens dont ça a été la vie à un moment donné et qui ont pu être victimes à un moment donné. Mais oui, j'ai été heurtée. Je m'attendais pas à ce qu'en face, ce soit si difficile de projeter un film comme celui-là, non. Et même, je ne m'attendais pas à ce que des associations refusent de porter le film aussi parce qu'on ne parlait pas que des violences sexuelles faites aux femmes, mais aussi aux hommes. Ça nous a valu aussi beaucoup de refus d'associations. Donc effectivement, une réalité qui peut être aussi bien loin de ce qu'on pourrait imaginer, en fait. Oui, oui, complètement. J'ai été assez surprise. Là, je vais vous parler un peu purement de ce qu'on retrouve dans le film. Ce film, comme vous m'avez dit, qui se passe dans un commissariat marseillais. On peut dire quand même un huis clos, on est quand même en immersion dans ce lieu. Il y a un côté presque documentaire. Pourquoi ce parti pris ? Alors, moi, j'aurais pu faire un documentaire, mais c'est pas mon truc. Donc, je préfère faire des films. Et dans le documentaire, on est tout de suite plongé dans des faits réels. Et tout de suite, j'ai l'impression que quand on sait que ce qu'on regarde est vrai, ça attire tout de suite de l'émotionnel très très fort. Alors que là, dans le film, j'avais aussi la possibilité de montrer plusieurs points de vue sans que le spectateur soit tout de suite dans son émotionnel et qu'il puisse aussi prendre du recul et se mettre à réfléchir et à se rendre compte que c'est pas toujours ce qu'on croit, c'est pas toujours si tranché. Il y a plein de choses, il y a plein de viols différents, il y a plein de réactions différentes, il y a plein de mises en cause différentes, de victimes différentes. Et donc, j'avais plus envie de rester dans une fiction, ce qui me permettait aussi une liberté au niveau de la musique. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a deux. Et j'avais envie de les avoir aussi. Et c'est vrai que le documentaire, c'est pas vraiment mon... J'avais pas envie de parler de quelque chose qui était... Enfin, j'avais pas envie d'aller voir des personnes qui avaient été vraiment victimes pour ensuite les auditionner pour un documentaire, etc. C'était un autre travail plus journalistique, on va dire. Et c'est pas mon travail. Moi, je suis plutôt dans l'imaginaire, la fiction. Il y a plus de liberté pour moi. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est vraiment aussi ça qui fait que votre film, il est percutant, alors, il y a aussi un côté bouleversant, c'est que, voilà, on voit les survivantes, les survivants de ces crimes sexuels, mais on voit aussi des agresseurs. Est-ce qu'ils sont vraiment les agresseurs ? On voit les policiers, on voit aussi un médecin de l'UMJ. Vous vouliez vraiment montrer un petit peu tout l'écosystème, finalement. Oui, c'est ça.
voulais montrer un petit peu tout, du début jusqu'à la fin de la plainte, avant le procès et avant les rendez-vous chez les avocats, comment ça se constitue, quoi. Mm. Comment est le rendez-vous aux UMJ, comment se passe la première fois où on va libérer la parole et porter plainte, comment on est reçu, qu'est-ce qui s'ensuit, etc. Et j'avais la volonté de ne pas clôturer les affaires, justement, puisque je voulais qu'on s'arrête au commissariat et les policiers n'ont pas la suite après le dépôt de plainte. Ils ne savent pas où ça va, si ça continue. Ils savent si c'est classé ou pas, mais quand c'est pas classé, ils n'ont pas la suite. Oui, puis c'est aussi important de rappeler que finalement, effectivement, c'est qu'il y a un moment donné, après, il y a la vérité judiciaire aussi. Il y a des procureurs qui décident de poursuivre, ou il y a aussi effectivement la justice qui tranche, et c'est pas dans leurs mains, en fait. C'est ça, c'est pas dans leurs mains. C'est le procureur qui décide tout. C'est le procureur qui décide si on classe, si on continue. Et finalement, c'est ce que Les vous... faits sont assez prouvables, on va dire, pour qu'il y ait une suite. Oui, et c'est ce qu'on voit aussi, c'est que ces policiers sont aussi confrontés à la réalité judiciaire, en fait, et finalement, ils ont pas de prise là-dessus. Ils doivent amener les éléments, la matérialité des faits, mais en fait, derrière, c'est plus dans leur C'est possession. plus dans leurs mains, non. Ouais. Pour parler des violences sexuelles, vous prenez des personnages très différents. Il y a tout âge, tout milieu. Il y en a qui ont vécu des violences sexuelles commis par un proche ou non. On a aussi l'impression que vous avez voulu mettre en scène des victimes qu'on pourrait dire qui ne sont pas les victimes idéales, et c'est ça qui pour moi est hyper important, hyper percutant. Certains, ils pourraient même douter un peu de ces personnages, comme il y a des policiers qui doutent un peu de ces paroles. C'était un choix de votre part pour montrer la réalité, les nuances, pour qu'on puisse s'identifier aussi ? Oui, complètement. Moi, j'avais vraiment envie qu'on ait assez de cas de figure pour qu'on puisse s'identifier vraiment tous, majoritairement, quoi, parce que je me doute que j'ai pas tout pu mettre dans le film, puisque malheureusement, il aurait duré 10 heures. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs lancé une campagne de sensibilisation avec d'autres histoires jouées par les mêmes acteurs sur TikTok. Sur notre page, ça arrive le film. Mais là, dans ce que j'ai décidé de montrer, j'ai essayé que ce soit le plus varié possible. Et effectivement, voilà, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, un viol, c'est Guy Georges dans un parking le soir avec un couteau, alors qu'en fait, il y a tellement de cas de figure auxquels on pense pas. Il y a aussi tellement de cas de figure qui sont malheureusement pas ce qu'on appelle le bon viol, voilà, qui va être facile à poursuivre pour le procureur, etc. Et puis j'avais aussi envie de montrer qu'il y avait plusieurs façons de réagir à ça. On s'attend souvent d'une victime de viol qu'elle soit dévastée, complètement sous le choc, etc. Donc j'avais envie de montrer ça, mais j'avais aussi envie de montrer qu'il y a aussi des gens qui ont accès à une résilience beaucoup plus facilement, qui ont cette chance-là et qui, pour eux, c'est juste un événement et puis ils avancent pour que tout le monde puisse se retrouver, que ce soit dans dans la vulnérabilité d'une victime ou dans sa force aussi. Et ce qui était important aussi, c'était cette nuance justement. Oui, dans mon film, ça m'a été reproché aussi, il y a des gens qui mentent. Et moi, j'ai fait un film sur une réalité. Et donc, dans cette réalité, j'ai mis toutes les réalités auxquelles dont j'ai entendu parler et auxquelles Laurent Dave, par exemple, nous a mis au courant pendant qu'on écrivait. Et oui, mais c'est en ça où je trouve que c'est là où vous avez un point de vue qui est complètement différent. Mais il y a vraiment ce truc de... et c'est vrai, quand on a été victime, il faut quelque part toujours ces injonctions d'être la victime idéale. Et là, justement, on a des profils de gens qui sont pas les stéréotypes qu'on attend d'une victime. Et ça, pour moi, c'est... Il y a quelque chose aussi, quand on voit ça, c'est aussi assez libérateur, en fait, quelque part, en tant que public, ou quand on en a vécu ça, on se dit, oui, en fait, finalement, on peut tous être concernés, et c'est pas parce que on n'est pas la victime parfaite qu'on peut pas nous entendre aussi, en fait. Bien sûr, complètement. Bien sûr. Il y a 4 personnages comme ça, même s'ils m'ont tous marqué, mais il y en a 4 quand même dont j'aimerais parler. On retrouve une victime de violence conjugale qui dépose pas plainte, qui dit ça arrive parfois de se disputer, c'est ça les couples, et dont la fille dit avant son arrivée, elle est débile, elle est faible, elle a peur. Pourquoi ce choix de montrer la violence
conjugale comme ça, vous vouliez montrer la réalité du contrôle coercitif ou de l'emprise, ce qui se joue vraiment pour elle dans la réalité? Alors, ce que je voulais surtout montrer dans cette scène-là, c'était, oui, alors bien sûr, il y avait tout ça, et il y avait aussi comment c'est perçu de l'œil d'un adolescent. Comment ça peut être perçu. Et il y a beaucoup moins d'empathie d'un coup quand c'est quand on touche quelque chose justement chez cette gamine de 15 ans qui vient déposer plainte sur sa mère, qui devient un peu le parent de sa mère à ce moment-là et qui veut elle agir parce que sa mère n'agit pas, parce qu'elle est sous emprise, parce que plein de choses font qu'on peut comprendre cette dame. Mais je voulais montrer comment ça pouvait être perçu en face. Et oui, quand elle dit elle est bête, elle est débile, elle a peur, c'est parce qu'elle, émotionnellement, elle peut pas comprendre. Ça, pour l'instant, elle n'arrive pas à y avoir accès. Je trouvais ça intéressant de montrer que cette dame en face, donc sa mère, minimise ce qui lui arrive sous prétexte que, je sais pas, d'ailleurs, nous, on a un prétexte, on le sait pourquoi, parce que c'est une femme qui est très très seule. Cet homme est le beau-père de sa fille, s'en occupe très bien, etc. Il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans. Et elle a la perception aussi, sa perception est biaisée. Pour elle, bon, bah, ça arrive de se disputer, c'est l'histoire de couple. Elle n'a pas envie de rentrer dans tout ce qui est. Elle a trop à perdre, je pense. Pour elle, elle a trop peur aussi. Et elle n'a pas envie de rentrer dans tout ce système judiciaire qui va peut-être l'amener à sa perte, alors qu'au contraire, ça l'amènerait à sa liberté totale. C'est ce qui se joue de toute façon au départ. On n'arrive pas à porter plainte, puisqu'on ne se voit pas non plus comme une victime, en fin de compte. C'est ça, et puis aussi, je pense, elle, dans ce que j'ai écrit, c'était pas forcément son cas, mais il y a aussi des gens, l'histoire qu'on a entendue, qui n'osent pas porter plainte, parce que de toute façon, il y a comme si ça servait à rien, quoi. Il va peut-être pas aller en prison tout de suite, et puis après, on va recevoir des menaces, et puis ça s'arrêtera jamais. C'est la peur, en fait, qui empêche. La peur de la représaille, la peur de la suite. Tout à fait. C'est ce qu'on comprend, et ça, effectivement. C'est très handicapant. Tout à fait, c'est ce qui se joue totalement. Il y a une autre victime, Juliette, on la voit, elle explose à cause de ce qu'elle a vécu. Donc là, clairement, on est dans le trauma, dans le stress aigu. Et aussi par les questions en fait, qui lui sont posées et en fait, qui sont nous-mêmes, on se dit, mais mon Dieu, pourquoi il pose cette question? Et en fait, finalement, ce sont des questions très pertinentes et elle explose. Là aussi, vous vouliez montrer comment ça pouvait se passer aussi pour les victimes, ce trop-plein quand c'est trop dur. Oui, alors elle, en plus, elle est en stress post-traumatique, donc elle est vraiment à fleur de peau. Et l'agression est violente, mais la plainte est violente aussi, dans le sens où il faut redire les choses. Donc quand on les redit, on les revit plusieurs fois, à plusieurs personnes. C'est un engrenage quand même qui est assez douloureux. Et les questions posées, ce qui était important que je voulais souligner là-dedans, c'est que les questions posées sont nécessaires, oui, pour que justement le procureur ne classe pas, pour qu'il y ait vraiment une suite, pour qu'il y ait assez de faits, assez de preuves, et qu'on ne puisse pas utiliser des choses contre cette personne après, lors de son procès. Et c'est sûr que quand on est victime et qu'on arrive dans un état émotionnel très vulnérable, très fébrile, et qu'on entend ça, tout de suite, la perception, elle est sur la défensive. Oui, et en fait, il faudrait aussi pouvoir être déchoqué avant d'aller porter plainte, parce que là, c'est l'ébullition, c'est ingérable ce qui se passe. Oui, complètement. Alors, il y a aussi cette dame de 92 ans qui veut pas voir de psy et qui dit il y a des choses dans la vie qu'on ne raconte pas, qu'on garde pour soi. Là aussi, vous vouliez qu'on voit le silence, comment le silence s'impose dans ces générations. Oui, c'était intéressant, je trouve, de voir que dans ces générations-là, c'était perçu autrement, qu'il y avait quelque chose d'autre qui se jouait pour eux, en fait. Et je voulais vraiment qu'on montre que... Et après, c'est aussi un choix pour ces personnes. Dans le film, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il n'y a pas que cette personne de 92 ans, il y a aussi d'autres personnages qui n'ont pas envie de dire ce qui s'est passé pour elle. Tout à fait. Dont votre personnage. C'est aussi le droit au silence, on a aussi le droit, tout le monde voudrait que les victimes parlent, et certaines en ont envie et en ont besoin, mais d'autres en ont pas envie et n'en ont pas besoin, et c'est ok. C'est vraiment fait pour que tout le monde s'y retrouve. Il y a aussi un temps pour tout. C'est pas parce qu'on peut pas maintenant qu'on pourra pas plus tard. C'est pour ça aussi qu'il y a des délais de prescription aussi. C'est qu'il y a un moment donné, il y a un temps pour tout. Et ça, c'est ce qu'on comprend en fait aussi à travers le film.
Oui, oui, bien sûr. Et il y a aussi cette victime dont vous parlez, la victime en situation de handicap. Là, du coup, moi, je trouve que vraiment, vous oubliez personne, quoi, parce que souvent, quand on parle que ce soit les violences conjugales ou les violences sexuelles, on omet aussi les personnes en situation de handicap qui en vivent et qui gardent aussi le silence, les personnes âgées, enfin, vraiment tout type de profil. Et c'est vrai que là, il y a tout le monde, en fait, finalement. Oui, 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 complètement. Et après sur cette histoire-là, connaissant la vraie histoire, ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est que c'était vraiment une histoire d'amour pour Mhm. le coup. C'est-à-dire que cette personne en situation de handicap a une légère déficience, mais elle est Mhm. complètement autonome. Mhm. Elle a son appartement, son permis de conduire, son Mhm. travail, etc. Et il y a vraiment un échange de 2 ans de SMS, d'histoires d'amour avec des témoins, des dîners chez les uns, chez les autres, etc. Et cette personne qui est tombée amoureuse de cette jeune femme. Et c'est aussi pourquoi elle n'aurait pas le droit à l'amour sous prétexte d'une vulnérabilité, alors que pour le coup, elle n'est pas dans une déficience complètement qui la prive de son autonomie, ni de son libre arbitre, ni de ses choix, quoi. Oui, oui, d'ailleurs, on le sent, hein, son éducateur qui est son compagnon finalement, et ce cri du cœur quand il dit pourquoi elle aurait pas le droit d'être aimée. Et c'est Oui, vrai que effectivement, au départ, on s'imagine une affaire de viol, mais en fait pas du tout. Et ça montre aussi toute la complexité des rapports humains aussi. oui, oui, complètement. Pour finir notre interview, on vous explique comment voir le film ou comment organiser un ciné-débat autour de Ça arrive. Comme je le disais, il est pour moi un film dont on ne doit pas passer à côté. Si on veut le voir, donc nous on a créé, comme il y avait énormément de gens qui voulaient voir le film et qu'il n'était pas distribué dans toutes les villes, Mhm. on a créé un site internet qui s'appelle ça arrive-du-6 lefilm.com où on peut le voir en streaming pour 8 euros. Et 1 euro est versé à 2 associations qui luttent contre les violences sexuelles. Les deux assos, c'est qui? Alors, on a La Voix de Sarah et CTV Prod, qui est Lily Drame. Donc, c'est une association qui lutte contre les violences, qui est vraiment sur le terrain. Lily, c'est une femme qui est tout le temps en train d'accompagner des victimes de violences conjugales, de viols, etc., dans les commissariats, qui est vraiment un grand soutien. Et La Voix de Sarah, bon, elle a écrit un livre sur son histoire. Et c'était dans le milieu du support. Et elle aussi a monté son association pour soutenir les victimes de violences sexuelles. Lydie, qu'on connaît bien ici, forcément, qui est une femme puissante et inspirante. Oui, oui, oui. Est-ce que on pourrait vous solliciter si on voulait organiser un ciné-débat? Oui, bien sûr, complètement. On en fait encore, hein. Le film continue de tourner dans plein de cinémas avec des ciné-débats. Il a une vie qui s'étend, quoi. Donc oui, oui, on est toujours... Il y a des ciné-débats qui se passent sans nous et il Mhm. y a des ciné-débats où on nous demande de venir et si on peut, on vient avec Catherine, ma co-scénariste, ou des acteurs du film. Ou Alors, Laurent même, qui intervient souvent dans nos débats. Laurent Dable, le consultant police. donc, du coup, ça se passe comment? On vous envoie un mail Oui, vous pouvez nous envoyer un mail directement via le site du film ou sur Instagram, sur notre page Les Affranchis, en MP. Et on y répond tout le temps, dès qu'on dès qu'on nous sollicite. Est-ce qu'on peut vous aider par rapport à ce film? Dites-moi. Ou est-ce que vous avez autre chose que vous voudriez rajouter, quelque chose que j'aurais pas abordé? Dites-moi, Bah, nous, ce qu'on carte voudrait, blanche. c'est que oui, on a besoin qu'il soit le plus diffusé possible, euh, d'avoir le plus de gens influents qui en parlent et oui, qui parlent de l'accès sur cette plateforme de streaming pour que le plus grand nombre puisse le voir. On a aussi notre campagne de sensibilisation sur TikTok qui d'abord mettait des victimes, leur donnait la parole, donc c'était même si c'était joué par des acteurs. Et maintenant, on est aussi en train de se concentrer sur cette campagne, sur tout ce qui est le corps accompagnant, on va dire, psychologue, sexologue, police, avocat, qui explique aussi les démarches, comment ça se passe, comment on est reçu, et ce genre de choses. Donc ça peut être aussi très éducatif à ce niveau-là, très pédagogique. On se barre. On se barre. On On se se barre. barre.